On plonge aujourd'hui au cœur d'un des dossiers politico-financiers les plus retentissants de ces dernières années en France. Il s'agit bien sûr du jugement sur les accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà la question centrale, presque un titre de polar, à laquelle la justice a dû répondre. C'est une histoire vertigineuse qui nous emmène dans les plus hautes sphères du pouvoir, avec des intermédiaires de l'ombre et des flux d'argent pour le moins secrets. L'enjeu est colossal, la probité même d'une élection présidentielle. Alors pour s'y retrouver, voici le plan. On va d'abord décortiquer l'accusation principale, puis on va voir qui sont les acteurs clés de cette affaire. Ensuite, on suivra la piste de l'argent à travers 2 opérations bien précises avant d'examiner le verdict final et de comprendre pourquoi ce dossier est si important. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Au centre de tout, il y a une accusation d'une gravité exceptionnelle, celle de l'existence d'un pacte corruptif entre le camp de Nicolas Sarkozy et le régime libyen de l'époque, celui de Mouammar Kadhafi. Ce fameux pacte corruptif, c'est vraiment la clé de voûte de toute l'accusation. L'idée est assez simple à comprendre, de l'argent contre de l'influence. Toute la mission du tribunal, c'était de déterminer si ce pacte a bel et bien existé en se fondant sur des preuves concrètes. Pour bien saisir la complexité de ce dossier, il faut d'abord savoir qui est qui. On parle ici d'une véritable toile d'araignée, un réseau dense de personnalités politiques, d'hommes d'affaires, d'intermédiaires, tout ce monde naviguant entre Paris, Genève et Tripoli. Au centre de cette toile, il y a bien sûr Nicolas Sarkozy. Au moment des faits, il est ministre de l'Intérieur et son ambition présidentielle est un secret de polichinelle. C'est pour financer cette ambition que le pacte aurait été scellé, selon l'accusation. À ses côtés, son bras droit, l'homme de confiance absolue, Claude Guéant, le jugement le place vraiment au cœur du réacteur, pas du tout en périphérie. Il est décrit comme un acteur essentiel dans la mise en place des schémas financiers. Ensuite, il y a Alexandre Djouri. Lui, c'est l'intermédiaire par excellence, un homme au réseau tentaculaire. Le tribunal va même jusqu'à le qualifier d'architecte des montages. Son rôle présumé, bâtir les circuits complexes pour que l'argent circule sans se faire repérer. Côté libyen, la figure incontournable, c'est Bachir Saleh. En tant que directeur de cabinet de Kadhafi, il tenait les cordons de la bourse. C'est lui qui contrôlait l'accès aux fonds du régime et qui aurait été à la manœuvre pour les versements. Et enfin, un nom qu'on a beaucoup entendu, Ziad Takieddine. Ses témoignages spectaculaires et ses revirements aussi sur la livraison de valises pleines de billets ont été un des feuilletons de cette longue enquête, même si la justice a dû les examiner avec une extrême prudence. Bon, maintenant qu'on a les personnages, passons à la question du comment. Comment cet argent aurait-il pu circuler? Eh bien, le tribunal s'est penché sur 2 opérations financières particulièrement au paquet, y voyant la matérialisation du blanchiment et de la corruption. Première opération, un virement de 500 000 € qui atterrit sur le compte de Claude Guéant. La justification officielle, la vente de 2 tableaux anciens. Mais en tirant le fil, les enquêteurs ont découvert un circuit bien plus sinueux, qui passe par la Malaisie et l'Arabie Saoudite. Pour le tribunal, la conclusion est claire, cette vente n'était qu'une fiction, un habillage pour dissimuler un paiement occulte. La deuxième transaction est peut-être encore plus parlante. Elle concerne une villa à Mouguins, dans le sud de la France. Le tribunal a demandé une expertise. Résultat, à l'époque, le bien valait 1 800 000 €. Gardez bien ce chiffre en tête. Parce que cette même villa, elle a été vendue pour plus de 10 millions d'euros. Et qui est l'acheteur? Un fonds souverain, libyen, piloté par Bachir Saleh. Pour les juges, cette surévaluation massive n'a qu'un seul objectif, faire transiter une somme d'argent énorme de la Libye vers les protagonistes du dossier en la déguisant en transaction immobilière. C'est un cas d'école. Pour décrire ces montages, le tribunal a utilisé une expression très forte, celle de chambre de compensation occulte. Il faut imaginer une sorte de système bancaire parallèle, complètement invisible. Les comptes de riches sommes d'affaires servaient de comptes hôtes, et sur ces comptes, des sous-comptes secrets étaient gérés pour d'autres personnes. Un moyen parfait pour déplacer des millions sans laisser de traces. Alors après avoir démêlé toute cette écheveau, quelle a été la décision finale de la justice? Le tribunal a rendu son verdict et il a prononcé des peines sévères contre les principaux acteurs. Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable de corruption, de financement illégal de campagne et d'association de malfaiteurs. Son bras droit, Claude Guéant, est également condamné lourdement, notamment pour blanchiment et corruption. Les intermédiaires comme Alexandre Djouri et Waïb Nasser, ainsi que l'homme d'affaires Khalid Ali Boukchan, ont aussi été reconnus coupables pour leur rôle dans ces montages. Mais au-delà des cas individuels, ce verdict a une signification bien plus large. Il pose des questions fondamentales sur les liens entre le pouvoir politique, l'argent, et la responsabilité de celles et ceux qui nous gouvernent. Il y a une phrase dans le jugement qui est absolument capitale. Le tribunal dit, en substance, que les faits reprochés ne sont pas des actes commis dans l'exercice des fonctions officielles, comme ministre ou président. Non, ce sont des actes liés à une ambition politique personnelle.
Et c'est cette distinction qui est cruciale. Elle sépare la corruption de la simple gestion des affaires de l'État. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord que c'est une décision qui fera date pour la justice française face au pouvoir politique. Ensuite, ça montre à quel point le financement des campagnes est une faille potentielle, une porte d'entrée pour des influences étrangères. Et enfin, ça met en lumière la sophistication incroyable des réseaux financiers qui peuvent être utilisés pour masquer l'origine de l'argent sale. Et cette affaire nous laisse avec une question de fond. Quand la frontière entre l'ambition d'une personne et les intérêts d'un pays devient si poreuse, quand les réseaux privés s'invitent dans les affaires publiques, au final, qui paie vraiment l'addition? C'est une réflexion qui, elle, dépasse largement le cadre de ce seul dossier.